L'interview politique ce matin, c'est un débat et après l'intervention du chef de l'État, ce long entretien présidentiel avec Jean-Jacques Bourdin et Edoui Plenel sur l'antenne de BFM TV et d'RMC avec Mediapart, eh bien une soirée entre hommes ce matin, un débat entre femmes. Bonjour Amélie de Montchalin. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Essonne et face à vous, Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris. Bonjour. Évidemment, je veux qu'on parle de cette interview hier soir et avant de rentrer sur les sujets de fond, et il y en a eu de nombreux qui ont été abordés. Je voudrais d'abord qu'on parle de la forme, Amélie de Montchalin. Ce qui s'est passé hier soir, c'est totalement inédit sous la Ve République. On n'a jamais vu ça. Est-ce que ça signe d'une certaine manière la fin de l'entretien classique ? Je ne vais pas commenter la forme outre mesure. Je pense que ce qui est certain, c'est que elle était importante hier soir. Que notre majorité, le président et tous les députés En Marche, nous n'avons pas peur d'aller au combat pour expliquer ce que nous menons comme politique. Ce que nous menons comme politique pour l'emploi, ce que nous menons comme politique sur la réorganisation des services publics, ce que nous menons pour qu'il y ait de l'égalité, de la liberté, de la fraternité dans notre pays et que nous respections la République. Et je pense que cette interview a montré que nous n'avions pas peur du dialogue. Donc ce que vous dites, c'est qu'hier, Emmanuel Macron a trouvé exactement ce qu'il était venu chercher. Il est venu pour expliquer aux Français ce que nous faisions et il a pu expliquer aux Français ce que nous faisions dans un contexte qui parfois était plus un débat qu'une interview, mais je pense que beaucoup de commentateurs l'ont remarqué également. Un débat démocratique, a dit le chef de l'État. Daniel Obono, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur la forme, parce qu'on sait que, notamment dans votre famille politique, on ne se prive pas de critiquer les médias, leur indépendance, etc. Alors hier soir, vous les avez trouvés comment, ces journalistes ? On critique les médias quand il y a lieu de le faire, et jusqu'à présent, ce type d'entretien n'avait pas vraiment donné de la matière à information et à investigation. Donc là, c'est vrai que ça change, on va dire, des passe-plats habituels. Monsieur Macron, le président Macron, a choisi cette fois de faire face à des journalistes qui lui ont quand même un peu bousculé. Donc c'est très bien, mais il n'avait quand même pas commencé par ça. On a eu quand même, en décembre dernier, le grand show élyséen avec monsieur Delahousse. On a eu, au début de semaine dernière, monsieur Pernaut. Ce n'était pas vraiment, on va dire, des débats vigoureux. Donc là, c'est vrai qu'on a quelque chose qui commence à ressembler un peu à un véritable échange où il est quand même mis face à un certain nombre de... Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de chefs d'État, de chefs de gouvernement qui auraient accepté l'exercice auquel il s'est livré hier. Écoutez, peut-être en France, mais je pense que dans de nombreux pays... Non, je ne pensais pas à la France, je pensais à d'autres pays européens. Malheureusement, effectivement, en France, la Ve République étant ce qu'elle est, le pouvoir présidentiel étant ce qu'il est, il y a peu de ce type de débat. Mais franchement, on revient de loin. Donc oui, c'est très bien. C'est pas comme ça qu'il a commencé. On a plutôt commencé avec beaucoup d'obséquiosité journalistique depuis un an. Là, on commence à avoir, y compris, il est obligé aussi de se mettre dans cette position parce que cet entretien arrive à un moment où il y a une contestation sociale forte. Donc c'est aussi le produit de l'environnement. C'est pas simplement qui s'est levé matin en se disant je vais aller discuter avec Plenel et Bourdin. Donc on va voir s'il y a eu la pédagogie nécessaire, puisqu'il s'agissait entre autres aussi de faire la pédagogie des réformes. Mais moi, ce que j'ai noté hier soir, c'est que sur tous les sujets, y compris les sujets d'actualité, il n'a pas changé de ligne, Emmanuel Macron. Il n'a absolument rien lâché sur aucun sujet. Mais alors, vous savez, on n'est pas là pour lâcher des choses. On est là pour faire. On a été élu avec un cap clair. Il l'a dit d'ailleurs, on peut être démocrate et avoir un cap clair. Nous avons un cap clair. Nous débattons à l'Assemblée, nous nous retrouverons avec Daniel Obono plus tard aujourd'hui pour commencer les discussions sur la loi Asile-Immigration. Nous avons, et vous le savez, beaucoup débattu au moment du budget, dont j'étais avec mes collègues... Y compris à l'intérieur de votre groupe. Nous avons discuté. Donc il y a de la discussion tout le temps. Maintenant, le cap est clair. Notre bataille, c'est l'emploi, l'emploi, l'emploi. Notre bataille, c'est aussi, comme il l'a dit, de sortir d'une république où il y aurait une assignation à résidence, où le nom de famille, votre adresse, ce qui vous êtes quand vous êtes enfant, déterminerait le reste de votre vie. Nous voulons sortir de ça. Donc notre cap est clair, nous avons une politique, une cohérence, et ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes pas là pour lâcher du lest, faire la politique des signaux, des marqueurs. C'est comme ça que le pays a été gouverné pendant des années, et on voit bien ce que ça mène. Ça mène à l'immobilisme. On a l'impression que ça change, mais rien ne change. Nous sommes dans l'action, le cap est clair, et nous ne lâcherons pas face à nos objectifs qui sont de remettre le pays en marche, et c'est pas juste une formule, et sur celui surtout de redonner de l'égalité aux Français. Oui, mais vous avez entendu ce qu'a dit hier soir Edoui Plenel. Vous auriez dû appeler votre parti non pas En Marche, mais En Force. C'est le sentiment que vous avez ? Écoutez, très clairement, effectivement, nous débattons encore nous débattions à l'Assemblée nationale. Mais nous avons commencé cette législature par des ordonnances. Ce n'est pas la manière, on va dire, c'est constitutionnel, hein, c'est dans les textes, il n'y a rien d'illégal dans ça. Mais disons qu'en matière de débat, on fait autre chose. Là, nous sommes... Mais moi, je pense qu'il y a plus
que le débat, il y a l'action. Agir, oui, mais là, décider, avancer. Très bien, j'ai bien compris. Mais là, je parle du débat dont vous vous félicitez. Il est quand même un peu à marche forcée. Les procédures accélérées n'arrêtent pas sur quasiment l'ensemble des textes. Ce ne sont pas des conditions qui permettent, y compris d'aller au fond, y compris quand nous vous opposons un certain nombre de propositions qui sont balayées d'un revers de main et qui reviennent ensuite Daniel par la Obono, porte. ça pardonnez-moi, c'est la procédure législative. Je voudrais qu'on rentre sur le fond. Oui, et qu'on prenne un exemple. C'est une certaine procédure législative. Excusez-moi, ce n'est pas celle tout qui est permise par le règlement. Et on voit bien que vu le nombre de réformes que nous avons à faire pour qu'elles soient cohérentes. Je voudrais qu'on prenne un exemple concret, si vous voulez bien. Il y a une grève démocratique. Le but, c'est pas que ce soit convivial. Le but, c'est d'être dans l'action. Démocratique peut-être. Et puis donner des pouvoirs au Parlement, de faire véritablement son travail. Vous savez que je suis totalement engagée d'ailleurs de manière transpartisane pour que nous ayons plus de moyens à l'Assemblée, pour que nous puissions faire de manière plus sérieuse, plus crédible, que nous puissions Vous auriez pu montrer l'exemple en commençant, et ce n'est pas véritablement ce que vous avez fait. Daniel Obono, je vais essayer de reprendre la main si vous voulez bien. Je vais prendre un exemple concret. Je vais prendre un exemple concret, celui de la SNCF. On demandait au président de la République d'être clair à propos de la reprise de la dette de la SNCF par l'État. Est-ce qu'à vos yeux, il l'a été hier en disant qu'à partir de 2020, l'État reprendrait progressivement la dette? Écoutez, c'est une réponse comme une autre. Mais plus globalement, nous, le problème que l'on pose et qu'on a posé, y compris en débat, procédure accélérée encore une fois toute la semaine dernière, c'est quelle est la véritable stratégie? Pourquoi est-ce qu'on dit que la mise en concurrence rendrait tout d'un coup tout parfait, tout génial, alors qu'on sait que les exemples ne sont pas probants sur ce dossier-là? Donc on voit, y compris l'absence totale, même le moment où on aurait pu parler d'écologie par exemple, c'était à ce moment-là de parler de la SNCF, de parler de la vision stratégique qui guide les choix du président. On a bien vu, la majorité n'est obnubilée que par l'argent, la mise en concurrence, les prétentions sur l'idée que la concurrence rendrait le service public meilleur, alors que ce n'est pas le cas. Et y compris, je termine là-dessus, y compris quand le journaliste lui demande et les responsabilités de la direction, des dirigeants, on a pointé pendant des semaines dans les médias différents dirigeants et dirigeantes de la majorité et de l'autre droite ont pointé pendant des semaines les soi-disant privilèges des cheminots. Et là, il a quand même tranquillement esquivé. Et tout d'un coup, là, Monsieur Pépi, Madame Borne, Madame Parly... Vous acceptez qu'on vous réponde? Alors, Amélie de Montchalin. Je terminais l'exemple. Vous parlez de la SNCF. Je pense qu'il y avait de quoi faire. Sur la SNCF, les choses sont très claires. Nous avons une réforme en cours. Elle découle de prises de position qui ont été celles de la France au niveau européen depuis des années, qui est celle que nous allons ouvrir à la concurrence. C'était acté au cours du précédent quinquennat. Pour nous adapter à cette concurrence, nous pensons que l'entreprise doit se réorganiser. Aujourd'hui, elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent parce qu'il y a des problèmes d'organisation interne. Elle perd de l'argent parce que son montage financier est à revoir. Donc nous travaillons à la racine des problèmes. La racine des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis élue en Essonne, les trains n'arrivent pas à l'heure. On pouvait imaginer hier soir que Emmanuel Macron calme un petit peu le jeu. Ce que les usagers demandent, c'est que la grève dure le moins longtemps possible. Or hier, il fait un signe sur la dette, mais dans le même temps, il dit on revoit tous les régimes spéciaux de retraite, y compris le régime spécial de retraite des cheminots. C'est une façon de remettre de l'huile sur le feu. C'est ce qu'on a dit depuis le départ. Nous avons été élus sur ce programme. Certains vont nous dire qu'on a été mal élus. C'est la démocratie. Madame Obono a été élue comme moi au deuxième tour. Pareil. Donc c'est la démocratie. Oui, bien sûr. Sur la SNCF, les Français, bien sûr qu'ils voudraient que la grève s'arrête, mais ils voudraient surtout que ça se transforme, ils voudraient surtout que le réseau soit en meilleur état, ils voudraient surtout qu'il y ait plus de services, ils voudraient surtout que, enfin, les trains partent à l'heure, arrivent à l'heure. Donc, les Français aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit bien, ils soutiennent la réorganisation de la SNCF. Mais tout le monde est d'accord sur les objectifs à atteindre, pas forcément sur les moyens d'y parvenir. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un cap clair. La reprise de la dette a été bien indiquée comme devant se faire de manière progressive, puisque nous n'allons pas reprendre 35 milliards ou 40 milliards de dettes d'un coup. Il n'y a pas d'argent magique à nouveau. C'est de l'argent on l'a entendu, le mot a été employé plusieurs fois. Vos priorités, il y a de l'argent pour les entreprises et pour l'emploi, Madame Obono, il y en aura toujours. Exonérations fiscales, il y en a, oui. Pour supprimer l'ISF aussi. Oui, parce que l'argent, il va aller où? Il va dans les entreprises, il va créer de l'emploi, il va créer de la croissance, il va créer de l'innovation. Qui est responsable de la dette? Quand on parle des responsabilités, je suis d'accord avec vous, c'est dans la continuité de tout ce qui a été fait pendant des années. Et vous inscrivez parfaitement dans la feuille de route de Bruxelles avec un certain... 30 ans que la réforme de la SNCF est attendue. Non, attendue par qui? Par qui elle est attendue? Est-ce qu'elle est attendue par les usagers qui ont vu, y compris tous ceux qui voient que nous avons accumulé 30 milliards de dettes parce que cette réforme a été tardive. La dégradation du service public, effectivement, dans la droite ligne de ce qui est fait aujourd'hui, et qui était responsable à un moment donné? Madame Borne, Madame Parly, Monsieur Macron, qui ont été dans les gouvernements précédents. Mais là, on ne parle pas de ces responsabilités. Alors on sort la dette. Moi, je sais que vous aimez bien mettre la tête des gens sur les pics. Ce n'est pas notre façon de gouverner. Nous croyons à la République, nous croyons à l'État de droit, nous croyons à la réforme. Responsabilité, oui. Parlons des responsabilités de la direction de la SNCF.
moi, SNCF, mais quand on parle de la dette, alors, je parce vous qu'on a arrête toutes les l'impression deux. que cette dette, elle arrive tout d'un coup, Je vous et arrête puis toutes les ce deux, sont les Madame cheminots Obono. qui seraient le Je responsable. vous arrête toutes les deux parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui dirige allez-y. cet entretien. Merci. Et je voudrais qu'on aborde un autre sujet qui était le premier sujet évoqué hier soir lors de cet entretien, qui était la Syrie. Je vous redonne la parole. Est-ce que sur la Syrie, lorsqu'il a parlé de légitimité internationale, lorsqu'il a parlé des preuves des armes chimiques, est-ce qu'Emmanuel Macron vous a convaincu ou pas? Écoutez, ce serait risible si ce n'était pas aussi grave. La légitimité internationale, quand l'ONU, quand Antonio Guterres explique qu'il faudrait peut-être attendre le déroulement de l'enquête. Sauf que les Russes refusent qu'il y ait une enquête sur l'origine de l'utilisation de ces armes. Mais il y avait une procédure au niveau de l'ONU. Il y a d'ailleurs une enquête qui est en cours. Et on nous parle d'internationalisme ou de multilatéralisme quand il s'agit de 3 nations qui ont décidé... Pourquoi je parle de l'utilisation de ce droit de veto? C'est que je n'ai pas entendu votre famille politique taper sur les doigts de Vladimir Poutine, qui empêche même qu'il y ait juste une enquête. On ne vous a pas entendu. Bien sûr qu'on nous a entendus pour défendre... pas sur ce terrain-là. Non, on nous a entendus pour défendre une résolution politique et on nous a entendus pour reprendre, y compris ce qu'avait défendu l'ONU. Donc franchement, le débat, ce n'est pas nous. Et y compris, vous parlez de la position de M. Macron qui a affirmé qu'il avait convaincu M. Trump de rester aux États-Unis. Il y a quelques instants, on vient d'apprendre, la Maison-Blanche vient d'expliquer que non, pas du tout. Il n'avait pas du tout l'intention de continuer à rester en Syrie. Donc on voit bien qu'il y a là, en fait, ce qui était et ce qui a été reconnu d'ailleurs comme tel une démonstration symbolique de force aux conséquences extrêmement graves. Je pense que c'est irresponsable de la part de ce président. Et non, l'international, ce n'est pas 3 pays européens qui décident. Oui, moi, je suis assez frappée que vous ne citiez pas le fait que des armes chimiques ont été utilisées sur des civils en Syrie la semaine dernière. On attend les conclusions de l'enquête, n'est-ce pas? Mais les armes chimiques ne font aucun doute. Elles ne font aucun doute puisque... Si elles ne faisaient aucun doute, l'ONU aurait conclu en ce sens. Non, vous n'avez pas attendu les conclusions de l'ONU. Excusez-moi. L'ONU a besoin effectivement d'un rapport sur le terrain. Tous les services de renseignement aujourd'hui le prouvent. Les attaques chimiques sont prohibées depuis 1925 par une convention internationale. Et aujourd'hui, 6 vétos russes ont été mis spécifiquement sur l'utilisation d'armes chimiques depuis 7 ans à l'ONU, 12 vétos russes sur n'importe quelle résolution, y compris celle qui concerne le terrorisme ou bien celle qui concerne plus largement l'envoi d'aide humanitaire ou bien la solution politique. Donc aujourd'hui, il y a une résolution en 2013 qui dit si vous réutilisez des armes chimiques, alors le Conseil de sécurité devra statuer sur une intervention armée. Le Conseil de sécurité n'a pas statué en l'occurrence dans ce cas-là. Elle n'a pas statué puisqu'il y a un veto russe permanent. Mais il y a des vétos, il y a des vétos états-uniens. Vous ne parliez pas des armes chimiques et des victimes. Excusez-moi. C'est pour cela que nous avons intervenu. Vous ne parlez pas non plus des victimes au Yémen, vous ne parlez pas non plus des victimes en Palestine. Excusez-moi, non, mais c'est vous qui osez me jeter à la figure les victimes. Non, vous n'avez pas. Non, excusez-moi, il ne s'agit pas de ça. Juste une question, Amélie Montchalin, pardonnez-moi. Parce que là, ce que vous venez de faire est absolument irresponsable. Vous me jetez à la figure les victimes. Comme quoi? Parce que nous, on trouverait normal de faire gazer son peuple. Excusez-moi. Donc l'ONU n'en a rien à faire des victimes en Syrie. L'ONU n'a pas pu décider parce qu'il y a l'ONU n'a pas pu décider, et donc c'est vous qui là allez sauver le peuple syrien, alors même que votre loi asile-immigration rend d'autant plus difficile l'accueil et la protection des Syriens qui sont le premier peuple réfugié aujourd'hui. Alors excusez-moi, ce genre de leçon de morale, vous les gardez pour vous. En attendant, l'ONU n'a pas décidé et vous avez choisi de suivre Trump parce que vous êtes atlantiste et que vous vous êtes laissé embarquer dans une aventure qui participe de l'escalade guerrière. Et nous avons choisi de détruire les capacités chimiques de la réalité, elle est là. Au niveau international, vous n'avez pas la légitimité de le faire et vous y êtes allé quand même. Je ne vous réconcilierai pas non plus comme sur la SNCF, sur la question de la Syrie. Sur la question de la Syrie. Autre sujet qui a été évoqué, j'imagine peut-être moins conflictuel entre toutes les deux, c'est la question du 5e risque. Est-ce que oui ou non, il faut créer un 5e risque? C'était l'idée de Nicolas Sarkozy. Il avait évoqué cette idée-là il y a maintenant plus de 10 ans, c'était en 2007, pour assurer la dépendance et, j'allais dire, les vieux jours des seniors dans ce pays, qui se comptent déjà par millions. La question, elle est simple, et on n'a pas eu les réponses hier soir. Comment financer ce 5e risque? Alors, il y a énormément d'options sur la table. On sait qu'aujourd'hui, il y a 1 million de Français qui ont plus de 80 ans. Ils seront 4 millions en 2050. Donc, nous avons un énorme défi devant nous. Donc, comment on finance ça? Qui demande de mobiliser tous les outils.
des outils collectifs, comme potentiellement un jour supplémentaire, comme on a déjà le lundi de Pentecôte, qui est un jour de solidarité. Ça peut être des outils qui sont des outils sociaux, avec le minimum vieillesse, avec des outils de dépendance, de financement de la dépendance par des outils sociaux, des allocations spécifiques. Et puis l'épargne privée, qu'on peut aussi mobiliser pour que, notamment, la fiscalité de l'épargne retraite soit beaucoup plus avantageuse pour les Français qui peuvent financer. Il faut que tout l'argent, tous les dispositifs soient mis sur la table en ayant effectivement du collectif, effectivement du social et effectivement aussi des outils privés qui soient plus efficaces. Nous y travaillons. Agnès Buzyn et Madame Cluzel sont en train de travailler sur un plan sur le financement de la dépendance qui est un énorme défi. Ça dépasse largement les enjeux financiers. Un deuxième jour férié, tout le monde a bien compris que ça ne suffisait pas à assurer le financement de ce 5e risque, mais est-ce que vous y seriez favorable ou pas? Écoutez, là, franchement, par rapport aux enjeux, moi je suis d'accord sur le constat. Je pense que la question de la dépendance, la question des soins aux seniors, c'est une question fondamentale, y compris de civilisation. On est une des premières puissances au monde et on est aujourd'hui en deçà de ce qu'il faudrait faire. Mais on voit bien là que le gouvernement n'a, là encore, aucune vision stratégique. Oui, il faudrait un 5e risque. Nous l'avons défendu, y compris. Nous avons proposé un contre-budget qui permettait de financer, y compris en refusant les exonérations fiscales, en menant une véritable politique contre les impôts, fraudes, il faut le dire quand même. Pour les plus riches, oui. Pour les soi-disant premiers de cordée, oui. Mais donc nous avons, je vous renvoie au contre-budget et au programme chiffré que nous avions fait. Aussi renégocier la dette. Je vais juste finir sur le 5e risque. Et on voit là qu'il y a un bricolage total. On nous dit peut-être un deuxième jour, peut-être l'épargne privée. C'est bien en deçà de ce qu'il faudrait, y compris quand on voit aujourd'hui le constat, c'est aussi par exemple sur la question des EHPAD, que votre gouvernement a refusé sur la base pourtant d'un rapport coécrit par Madame Iborra et Madame Fiat. De la majorité. La différence entre vous et moi, je crois que vous êtes dans les annonces, nous sommes dans le travail. Chacun son tour, mais il faut laisser répondre, Daniel Obono. Je finis juste ma phrase. L'exemple des EHPAD montre bien à quel point vous êtes complètement en dessous de ce qu'il faudrait faire, alors qu'il y a une mobilisation historique dans ce secteur-là. Donc on voit que le gouvernement n'a absolument aucune véritable stratégie et c'est du bricolage encore une fois. L'argent, il le trouve. La méthode est tout. Mais quand on vous répond, il faut à un moment donné s'arrêter de parler, arrêter la phrase. La priorité, c'est quoi? C'est qu'effectivement, tout le système de protection sociale aujourd'hui en France tient sur une chose, le travail. Si le chômage ne baisse pas, si nous ne créons pas plus d'emplois, si les 2 350 000 emplois que les patrons de PME et d'entreprises en France veulent créer en 2018 ne se signent pas, alors tout ce qu'on est en train de se dire ne peut pas être financé. Donc nos priorités, c'est effectivement d'avoir du travail qui puisse financer les EHPAD, qui puisse financer les hôpitaux, qui puisse financer la dépendance. Et donc on est en train de travailler. La différence entre vous et moi, c'est que vous cherchez des signaux, des annonces. Moi, je cherche des choses concrètes qui tiennent dans le temps, qu'on puisse évaluer, qu'on puisse concerter. Juste d'un mot, si vous en êtes capable, Daniel Obono, pardonnez-moi parce qu'il nous reste 40 secondes. Hier, Emmanuel Macron a dit qu'il entendait la colère des cheminots, mais que d'autres colères à ses yeux ne semblaient pas légitimes, notamment les zadistes. Vous l'entendez, ça ou pas? Et je pense que là, c'est l'expression justement à quel point ce président est complètement déconnecté. Voyez l'attitude. Mais écoutez, si je me fais arrêter à chaque fois, je ne vais pas finir mes phrases. Non, mais voyez quand même l'attitude. Une forme d'inflexibilité, comme dirait M. Bourdin, l'illusion puérile de la toute-puissance quand il s'agit de stigmatiser, y compris les zadistes. Franchement, qui que ce soit qui est allé à Notre-Dame-des-Landes, c'est bien de quoi il s'agit, vous les étudiants. Il s'agit d'une alternative à la République et de gens aujourd'hui qui ne respectent pas l'état de droit. Tant de précautions quand il s'agit des exilés fiscaux. Vous voyez bien, il y a quand même un petit 2 poids 2 mesures. Allez, et on voit encore une fois les priorités. Un mot pour conclure et ce sera le dernier. Moi, je crois que ceux qui défendent aujourd'hui les zadistes ne respectent pas ni la République, ni l'état de droit. Il y a des alternatives, une décision a été prise. Mais les exilés fiscaux, nous en occupons avec la fraude fiscale dans quelques mois à l'Assemblée. C'est fini, vous allez vous retrouver toutes les deux sur les bancs de l'Assemblée pour le débat ce soir, cet après-midi sur la Syrie et pour la loi Asile et Migration. Merci à toutes les deux. L'information continue évidemment sur BFM TV.